Alors, effectivement, je vais commencer par vous lire un extrait d'un auteur que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Georges Hyvernaud. Pourquoi je vais vous lire cet extrait-là? Pour deux raisons. La première, c'est que ce soir, je vais essayer de faire entendre des voix de personnes qui ont été des protagonistes du drame de la captivité. Et le travail, on y viendra en détail du livre, c'était un travail dans les sources pour faire entendre des voix qu'on n'entend pas généralement, encore moins quand ce sont des voix de captifs qui ont été longtemps tues ou silencieuses. Deuxième raison, c'est que Georges Hyvernaud, c'est un instituteur. Il est même chargé de former les instituteurs. Et comme des millions de Français, il est enrôlé en 1940. Il va être prisonnier et il va rester 5 ans en Poméranie. Et en 49, il fait paraître un des premiers grands livres sur la captivité qui s'appelle La peau et les os. Et dans cet ouvrage, qui est son premier récit de captivité, il va expliquer très simplement en homme de lettres pourquoi, en fin de compte, le captif est devenu silencieux. Donc, on est dans un repas de famille. Après que chacun a bien parlé de soi, la famille se rappelle pourtant ma présence. Vous aussi, dans vos camps, vous en baviez, dit la famille. La famille veut savoir ce que nous mangions, si nos gardiens nous maltraitaient. Raconte un peu, demande Louise, le type qui s'est évadé dans une poubelle. Mon petit récit a du succès. Tout à fait la sorte de récit qui convient aux familles. Coloré, drôle et crâne en même temps, moitié courte ligne et moitié déroulède. Et à mesure que j'en parle, mes 50 mois de captivité se transforment en une bonne blague de chambrée. Voilà ce que je rapportais de mon voyage, une demi-douzaine d'anecdotes qui feront rigoler la famille à la fin des repas de famille. Et puis ensuite, il revient, donc ça c'est la version qu'il a donnée, et il va dire pourquoi il ne parle pas de sa captivité. Pourquoi sa vraie captivité, il ne peut pas la donner à table. Mes vrais souvenirs, pas question de les sortir. D'abord, ils manquent de noblesse. Ils sont même plutôt répugnants. Ils sentent l'urine et la merde. Ça lui paraîtrait de mauvais ton à la famille. Et puis, les gens sont devenus difficiles sur la souffrance des autres. On est en 1949. Qu'ils la comprennent, et encore, il faut qu'elles saignent et crient à leur tordre les tripes. Nous n'avons à offrir, nous autres, qu'une médiocre souffrance, croupissante et avachie. Pas dramatique, pas héroïque du tout. Une souffrance dont on ne peut même pas être fier. Et là, je pense que vous avez une des raisons pour lesquelles ces captifs ont une mémoire oubliée. C'est que dans la France de la libération, qui a un problème à résoudre, c'est comment, de vaincu de 40, on devient vainqueur en 45. Et la France a besoin d'un récit qui lui permet de passer de vaincu à vainqueur. Et dans ce récit qui va être construit, la figure principale qui va axer ce récit héroïque, c'est la figure du résistant. Le résistant, c'est celui qui s'est bien sûr levé contre l'ennemi, mais c'est celui aussi qui a souffert, c'est un martyr, au sens grec du terme de témoin. Et d'une part, il est mort pour une cause juste, la liberté, la justice, la lutte contre l'envahisseur. Et donc, en célébrant le résistant, la France permet en même temps de commémorer un acte glorieux et de s'approprier cet héroïsme. Et face à cette figure du résistant, la figure centrale de la mémoire de la libération, le résistant revenant de camps de concentration, qui va marquer les mémoires, on peut dire que le prisonnier est un anti-héros. Il a pas combattu ou il a vaincu. Il n'est pas résisté. Il a été en camp de prisonniers. Et pire, à la libération, les prisonniers rappellent trop fortement la défaite. Et puis, ils rappellent très fortement aussi qu'ils ont été largement soutenus par le régime de Vichy. Donc, la figure du prisonnier va devenir peu à peu invisible, à deux exceptions près. Soit les prisonniers qui se sont évadés, mais ça représente 4,3% des quasiment 2 millions. Mais ceux-là, comme ils sont évadés, ils peuvent réapparaître dans le panthéon des héros de la résistance, ou ceux qui auraient fait du sabotage en Allemagne. Et donc, vous avez ici une mémoire qui s'instaure, qui va, en fin de compte, invisibiliser ces prisonniers, même si, en termes de nombre, on est dans des chiffres beaucoup plus importants que la résistance. 2 millions de prisonniers d'un côté, quelques milliers de personnes de l'autre. Mais en termes de symbolisme, en termes politiques, le capital apporté par les prisonniers n'a pas sa place dans la mémoire héroïque de la libération. Pourquoi ça change et pourquoi aujourd'hui on peut faire un livre sur la captivité qui intéresse, je vois des gens et je m'en réjouis. Eh bien, il faut revenir un petit peu sur le tournant qui va se produire entre les années 70 et 80. Il y a d'abord, on va dire, à cette époque-là, si vous voulez, il y a un tournant qui va se poser, qui va faire en sorte que le récit officiel proposé sur la Seconde Guerre mondiale
ne répond plus aux questions que les Français se posent peu à peu sur la Seconde Guerre mondiale, notamment la question de la collaboration, la question de la participation de l'État français au génocide des Juifs, la question de cette résistance qui est peut-être moins résistante qu'on aurait voulu. Et vous avez des phénomènes qui permettent de le marquer en histoire. 69, le général de Gaulle quitte le pouvoir, c'est en même temps le chef de la France libre qui s'en va, une certaine France incarnée par le premier des Français qui avait appelé le 18 juin à résister. Vous avez ensuite le débat très fort qui a marqué l'opinion de la grâce de Pompidou qui a gracié le milicien Paul Touvier, qui pose un réel problème de savoir qui sont ces Français qui n'ont pas été jugés. Et puis, vous avez des éléments plus culturels. Le fameux documentaire de Marcel Ophuls, Le chagrin et la pitié, qui rappelle que la résistance, c'est plus compliqué que ça et qu'il y avait quand même aussi des collaborateurs en France. Et puis, un peu plus tard, en 73, vous avez ce livre de Paxton, Robert Paxton, hein, qui est traduit en français, La France de Vichy. Et donc, peu à peu, vous avez des questions qui se mettent en place et qui font que ce récit dominant, héroïque, assez ronronnant, va peu à peu ne plus apporter de réponse à une mémoire qui va en partie se lever, qui est une autre figure de la victime, la mémoire juive. 80, la mémoire juive devient une mémoire centrale dans la Seconde Guerre mondiale. Et là, vous avez une nouvelle figure de la victime qui n'est plus une victime héroïque, une victime combattante, mais au contraire, une victime passive, une victime innocente, dont on a beaucoup de mal à dire pourquoi, en sens politique, eh bien, on a eu 6 millions de personnes qui sont mortes. Et donc, dans cette remise en cause de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on va avoir un manichéisme qui va disparaître. Il n'y a pas eu d'un côté les bons et les méchants, d'un côté les Allemands, les Français, les collaborateurs, et puis les traîtres, ou les vaincus et les vainqueurs. Et puis, deuxièmement, et c'est important de le prendre en compte, dans la deuxième temporalité qui se met en place, je pense qu'il faut faire réinsérer cette histoire de la Seconde Guerre mondiale dans un cadre qui n'est plus seulement franco-français, mais dans un cadre européen. Et dans un cadre européen, dans les années 90, et là on est la décennie suivante, eh bien la mémoire européenne fournit à ces prisonniers un cadre narratif dans lequel ils peuvent inscrire leur expérience. Puisque, et je reviens à ce que disait Jacob, aussi bien si on regarde les prisonniers allemands en France que les prisonniers français en Allemagne, eh bien des deux côtés du Rhin, ces prisonniers vont peu à peu se présenter comme les pionniers du rapprochement franco-allemand. Ils auraient été les premiers à avoir une expérience au-delà de la propagande, au quotidien, dans les camps, mais après dans les fermes, et ils auraient dépassé l'image qu'on en a voulu en véhiculer pendant la guerre et après la guerre. Et donc, l'histoire européenne qui, fait en sorte que le récit national, enfin le cadre national n'est plus forcément le cadre naturel d'un récit de la guerre, mais un récit européen, et d'autre part, une vision qui est moins manichéenne, avec d'un côté les bons, les méchants ou les vainqueurs et les vaincus, va peu à peu permettre à la captivité ou aux captifs d'avoir une visibilité. Et puis, dernier phénomène, et je m'arrêterai là, c'est que je pense qu'il y a aussi un facteur démographique. 70-80, une grande partie des prisonniers sont à la retraite et ils vont vouloir, en partie, léguer à leurs enfants, aux petits-enfants, une histoire, faire un retour un peu sur leur passé. Et on voit la transformation de ce prisonnier, français ordinaire, français un peu oublié, vraiment en témoin, en Zeitzeuge, hein, en témoin du temps présent, interrogé par ses enfants, par ses petits-enfants. Et quand vous regardez la production, eh bien, on a je dirais une recrudescence du nombre de récits, de témoignages, d'abord à compte d'auteur pour le cadre familial, mais plus en plus au-delà du cadre familial, qui d'ailleurs s'adresse davantage à la deuxième génération, celle des petits-enfants que des enfants. Et je dirais pour finir, ce projet d'ouvrage qui est en même temps une recherche ouverte, peut-être pourquoi, s'accompagne aussi d'autres phénomènes qui montrent que la captivité redevient à la mode, excuse-moi du terme. Il y a des expositions, c'est lié à une exposition, mais il y a beaucoup d'expositions en France qui se passent. Il y en a une qui se passe d'ailleurs pas très loin d'ici, à Berlin. Vous avez aussi des bandes dessinées, je pense aux 3 volumes de Tardy, hein, dans Stalag qui revient de façon très intéressante sur ce père passé présent, mais qui fait du front de Stalag un élément de bande dessinée. Vous avez un site qui propose une exposition virtuelle sur cette thématique. Et donc, la captivité, me semble-t-il, a toujours quelque chose à nous dire, à la fois sur notre passé, sur notre rapport à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi sur ce qui fait mémoire au présent. Et en fin de compte, c'est naturellement une relecture du passé. Et je dirais que les vaincus d'hier deviennent un petit peu, non pas les héros d'aujourd'hui, mais les héros avec T à la fin, c'est-à-dire qu'ils nous portent un message et ils nous obligent à voir autrement, certainement,
la Seconde Guerre mondiale que celle qu'on a bien voulu longtemps nous présenter. Merci beaucoup, Fabien. C'était un exposé très complet, souverain de ce chemin du résistentialisme, donc vers une historiographie centrée plutôt sur les victimes aujourd'hui. Avant vraiment de nous rapprocher du contenu du livre, je voudrais bien que tu nous racontes à nouveau combien de Français ont été véritablement concernés. Pas seulement le chiffre des prisonniers de guerre proprement dit, on sait, il y avait des Belges aussi, il y avait des Britanniques, mais quand on prend la société française dans son ensemble, c'était des fils, c'était des pères, c'était des maris qui ont été emprisonnés. Alors si on prend toute la société française, combien de pourcents ont vraiment été concernés par le phénomène? Je pense que ça explique quelque chose aussi sur votre intérêt à vous, à cette soirée. Il y en avait vraiment beaucoup, et que ensuite que tu nous commentes peut-être deux cartes, si on a la possibilité de le faire. Donc, cette célèbre carte de la France occupée et puis la France de ces camps de prisonniers. Oui, alors là, on arrive dans un premier paradoxe, c'est qu'on a une captivité de masse, hein, à peu près la plus importante dans l'histoire de France, et en même temps, on est incapable d'avoir un nombre exact de prisonniers. Les estimations varient. Le chiffre actuellement retenu, c'est 1 850 000 prisonniers capturés lors de la campagne de France, c'est-à-dire à peu près 2/3 de l'armée de terre engagée, c'est-à-dire à peu près, si vous voulez, quand vous regardez la population, ça représente à l'époque 5 millions de familles qui sont concernées directement, dont un fils, un mari et puis. Ça veut dire concrètement qu'à l'échelle de la société française, il n'y a pas une famille qui ne va pas être concernée par cette captivité. Ce nombre-là, il va avoir une conséquence directe, c'est d'abord une conséquence militaire, bien sûr. Les prisonniers vont incarner la défaite, et ça va être avec les colonnes de l'Exode une des grandes figures de la défaite. Et dans l'ouvrage qu'on a voulu richement illustrer, vous allez avoir aussi bien en couverture qu'en quatrième, ces fameuses colonnes de prisonniers, ou ces prisonniers qui vont traverser la France dans le sens inverse de leur avancée, mais comme vaincus, qui ont marqué l'imaginaire collectif par rapport à ça. Mais ça veut dire aussi autant de femmes qui attendent, autant d'enfants qui ne voient pas leur père. Et donc ce problème n'est pas seulement un problème militaire, mais un problème social. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une famille qui va avoir un absent, comme on va les appeler. Et la chanson très célèbre « J'attendrai », qui date de 1938, d'avant la Seconde Guerre mondiale, renvoie à l'idée qu'on a perdu la guerre, mais pourtant la paix, comme on le pense, est revenue. Pourquoi ils ne reviennent pas? Et donc l'absence va poser un réel problème, parce que ce n'est pas seulement un problème de nombre, c'est qu'elle finit par ne plus jamais, le retour finit par ne plus advenir, et on n'a pas de date de fin, si vous voulez. Donc l'absence devient extrêmement compliquée. Et puis ça devient un problème bien sûr politique, et j'en viens à la carte que tu m'as demandé de commenter, parce que si vous voulez, ces prisonniers-là, dans une France occupée, donc ça veut dire 55 départements, hein, on a à peu près 3/5 du territoire qui va être occupé. Pour les Allemands aussi, et c'est un des acteurs fondamentaux de la captivité, et c'est en ce sens-là que je rejoins ce que disait Jacob, c'est que pour moi, l'histoire de la captivité est forcément une histoire double. Très longtemps en France, on a vu une histoire française de la captivité, en oubliant que s'il n'y a pas d'Allemands, ou s'il n'y a pas de Boches comme à l'époque, il n'y a pas de captifs. Et donc prendre en compte le point de vue des Allemands, et je mets un pluriel, est fondamental pour comprendre pourquoi cette captivité a été ce qu'elle a été. Et on le voit sur la carte. Pour les Allemands aussi, gérer 2 millions de prisonniers en France, c'est un problème pas seulement militaire, mais d'ordre public, parce que c'est un problème énorme d'intendance. Il faut les nourrir, il faut les loger, il faut les habiller. Et on va voir que ceux qui, pourtant, auraient dû très rapidement aller vers l'Est dans le Reich, les derniers vont ne partir qu'en janvier 1941. Donc, le provisoire a duré très longtemps, ce qui pose un réel problème d'intendance dans une France, je vous rappelle, qui est dans un certain chaos, dans lequel l'information circule mal, dans lequel les ordres circulent mal, dans lequel les Français mangent mal. Donc, la captivité, pour les Allemands aussi, devient un élément central de la gestion d'une politique d'occupation. Et l'enjeu pour les Allemands, ça va être, avec ces 2 millions de prisonniers, comment on passe d'une logique d'invasion, qui est celle de 40, à une logique d'occupation, qui sont deux contextes différents. Ce n'est pas les mêmes hommes, ce n'est pas les mêmes types de rapports. Et entre les deux, vous allez avoir le régime de Vichy, qui, de par le nombre de prisonniers, est obligé, de facto, démographiquement, économiquement, politiquement, de mettre les prisonniers au cœur de sa politique.
Et donc, ce que ça va donner, et c'est en ce sens-là que le livre propose autre chose, c'est que on a essayé de réaliser une carte, non pas seulement des fronts de stalag, hein, puisqu'on compte à peu près 52 fronts de stalag, qui sont ces fronts de stalag, comme le dit son nom, qui sont juste derrière les lignes de front et qui ont pour but de regrouper les prisonniers. Le terme perd de son acuité, puisqu'à partir de juin 40, de front, il n'y a plus en France, malheureusement. Mais en revanche, ce qui nous a intéressé, et si vous voyez, c'est qu'on a beaucoup plus que 55 points, c'est que, bien sûr, ces fronts de stalag vont avoir pour vocation de concentrer les prisonniers et de les envoyer en Allemagne. Mais vous avez des dizaines, des milliers de points de mini-centres de concentration, qu'on appelle des Gefangenenstellen, qui permettent. Et donc, ce qu'on a voulu répertorier, donner à voir, c'est l'emprise de cette géographique, de cette captivité, qui fait que entre les colonnes qui passent dans les villages, et puis on y reviendra sur les lieux qui vont servir de détention, la France de la défaite, c'est la France de la captivité. C'est-à-dire que la figure du prisonnier devient centrale aussi bien dans l'espace que dans les mémoires. Et ça montre ici en même temps l'improvisation nécessaire, puisque pour gérer ces 2 millions d'hommes, les Allemands pensaient gagner la guerre. Enfin, on va dire que les nazis pensaient gagner la guerre. Les Allemands l'ont gagnée, sauf que la victoire, la Blitzkrieg a tellement bien marché qu'ils sont débordés. Leur intendance qui avait prévu en héritage de la Première Guerre mondiale que la seconde serait une guerre de masse, qui avait prévu cette ampleur-là, est quand même débordée par les chiffres. On ira dans le détail peut-être, hein, mais pour vous donner un exemple, dans la trentaine de localités qui vont être les premières qui vont recevoir les prisonniers, ça veut dire que chaque ville va recevoir en moyenne 10 à 11 000 personnes supplémentaires. Pour Compiègne, qui est un lieu qu'on a particulièrement étudié, ça veut dire que Compiègne, du jour au lendemain, voit sa population doubler par rapport à 36. C'est-à-dire que les municipalités vont devoir prendre en compte 2 fois, 3 fois, 4 fois leur population au quotidien. Et c'est ça qui est le point de départ, c'est à partir de ça, c'est comment on a fait. Quel a été, parce que ça a un impact sur la vie des gens, ça a un impact sur la vie des prisonniers, ça a un impact sur les liens entre le prisonnier et l'espace extérieur, et puis ça a un impact pour ceux qui gèrent. Si vous gérez mal, ça pose d'énormes problèmes, ça pose un impact pour les maires, pour le régime de Vichy, et puis pour les Allemands. Et donc, c'est cette question fondamentale du nombre qui va être à la base de la réflexion et de l'enquête qui va être de mener à l'échelle locale quelles réponses ont été apportées et en quoi ces réponses permettent d'expliquer l'expérience particulière qui a été celle de ces prisonniers entre mai 1940 et janvier 1941. Merci Fabien. Je pense que ce qui est intéressant et ce qui est vraiment important de souligner, c'est que c'est donc une captivité française en France. C'est ça qui, c'est comme aujourd'hui, et c'est peut-être là encore, hein, il y a une captivité ukrainienne en Ukraine. Donc vous voyez que combien actuel est notre sujet. Hein. Et voilà. Alors c'est important de le souligner, et peut-être ce sont les 2 césures dans le temps de ton livre, donc mai 40. Janvier 41. C'est pour ça que ton livre s'appelle Les prisonniers de guerre français en 40. Hein, parce que évidemment, l'histoire de la captivité française se prolonge jusqu'à 45, mais pas en France. Hein, pas en France, mais en Allemagne. Et c'est donc toute une partie de la captivité française qui n'est pas traitée dans le livre qui sera traité peut-être plus tard. Certainement. Voilà. Oui. C'est une évidence que cette captivité, une captivité française en France. Mais quand j'ai commencé l'ouvrage, pour moi, c'était pas évident. Enfin, c'était tellement évident que je le voyais pas. Or, ça change tout, si vous voulez. Ça change tout parce que la grande différence, c'est que, naturellement, un prisonnier, il est prisonnier de celui qui l'a combattu, et on a tout de suite les stalags et les oflags en tête. Et là, vous avez des prisonniers qui sont vaincus, mais qui restent dans leur pays, parfois dans leur village. Et ça va changer considérablement, d'une part en termes d'imaginaire, mais aussi en termes pratiques. C'est que vous allez avoir des avantages considérables, certes. Par exemple, c'est facile d'aider parce qu'on va aider son mari. Ça veut dire que les femmes qui, à force de ne pas avoir de nouvelles, ou quand elles vont finir par avoir de nouvelles, vont se déplacer. Et on va vous montrer plus tard une photo où on voit des camps qui sont assaillis de femmes qui vont héler le nom de leur époux, lancer des colis à travers les barbelés jusqu'à ce que les Allemands interviennent. Tout ça était inimaginable, si vous voulez, en termes de captivité normale. Ce qui veut dire aussi que vous avez des pratiques qui vont se mettre en place. Autre exemple qui va être assez intéressant et que je n'avais pas en tête, dans le détail, c'est la question du travail. Les prisonniers qui sont mis au travail, pour qui travaillent-ils? Ils travaillent bien sûr pour le paysan du coin, mais ce paysan a signé un contrat avec l'occupant allemand
et il verse un revenu aux prisonniers qui travaillent en même temps, et on viendra dans le détail, quasiment exclusivement en zone occupée, et ils travaillent pour l'économie de l'occupant. Quand vous êtes en Allemagne, vous travaillez pour l'allemand, basta. Là, ça pose un réel problème, si vous voulez. Ce qui veut, j'insiste là-dessus parce que ça veut dire aussi qu'après 45, ces gens-là, il n'y a pas seulement la défaite qui va peser. C'est qu'est-ce que vous avez fait? Et pour revenir à la question de Klaus Peterzik, cette question de quelle serait la spécificité d'une captivité française en France est assez nouvelle parce que dans l'histoire de la captivité, c'est quelques mois. Donc on est entre mai-juin 40 et puis janvier 41, sont écrasés par deux événements, la défaite en tant que telle, et puis la grande captivité, la longue captivité, celle qu'on va raconter, que raconte Hyvernaud, la captivité en Stalag et en Oplague. L'hypothèse de l'ouvrage, c'est que cette captivité très courte est un élément fondateur d'une expérience plus large. Pour comprendre ce qui s'est passé après dans le Reich, pour comprendre la mémoire qui a été véhiculée après 1945, nous semble-t-il, il était important de revenir sur cet événement fondamental. On devient captif en main allemande en France entre mai-juin 40 et 41. Donc c'est en même temps revenir sur une période, redonner une épaisseur historique à une période très courte, mais qui est fondamentale, et encore j'insiste, pour les prisonniers, mais aussi pour les Allemands. C'est à travers la captivité, celle qu'on va voir aujourd'hui, que se fondent les premiers rapports de collaboration, puisqu'il faut gérer, et les Allemands n'ont pas les moyens et ne veulent pas les avoir, donc ils sont obligés de se reporter sur les Français. Et c'est aussi un élément fondamental pour la perception qu'ont les Français de Vichy, puisque Vichy se fait le héros de la souveraineté française, 2 millions de captifs à gérer. Qui sait gérer 2 millions de captifs, c'est gérer la France vaincue. Donc cette période très courte, me semble-t-il, est un élément fondamental et fondateur de logiques qui vont se développer après l'ouvrage 41. Mais Klaus a raison, c'est les prisonniers de guerre français en 40 et pas de 40, parce que c'est un autre ouvrage. On voulait précisément revenir sur cette période qui a été un peu éclipsée, mais qui se déploie à travers le temps après 41. Oui, alors j'aimerais bien donc développer dans ce qui suit un point que tu as déjà mentionné, c'est-à-dire à partir de cette captivité, on peut progresser. Et c'est justement l'intérêt de ce sujet. Il se trouve à la croisière de beaucoup de directions. Il y a une direction économique qui va nourrir, où est-ce qu'ils vont travailler. Et il y a bien sûr une dimension politique. Comment est-ce que la collaboration entre Vichy qui s'installe et les Allemands à la fois à Paris, donc le Militärbefehlshaber à Paris, et les instances à Berlin vont se développer. Et bien sûr, la dimension qui vous peut-être intéresse le plus, qui semble être le plus actuelle, c'est la dimension humaine et psychologique. Donc, 3 dimensions que nous allons approfondir par la suite. Mais avant, je voudrais dire une chose. Il y a très peu de fautes d'allemand dans tout cet ouvrage. Il y a plein de mots d'allemand et c'est vraiment pas habituel pour un livre français. Je viens de lire un livre sur un ministre des Affaires étrangères français et qui a été important parce qu'il a été ministre à l'époque de Munich, donc en 1938. On ne peut pas ouvrir ce livre sans tomber sur une faute d'allemand. Un livre par ailleurs très bon. Mais là, Fabien, vous avez fait un très bon travail et c'est un véritable plaisir pour vos lecteurs allemands et internationaux. Et d'ailleurs, la bibliographie internationale dans ton livre est vraiment complète. Il y a de la littérature américaine, anglaise, allemande. C'est vraiment très bien. Et je voudrais poser pour une fois une question que je me pose depuis 30 ans. Je travaille sur la France et avec des Français, mais je ne l'ai jamais posée au public. Pourquoi est-ce que la table des matières dans des livres français à la fin et en Allemagne au début? Est-ce que quelqu'un le sait? Est-ce que quelqu'un a vraiment une réponse précise? C'est une coutume depuis 200 ans ou je ne sais pas. Je ne l'ai jamais su. Voilà, donc voilà, je le trouve aussi parce que ça donne un plan déjà de ce qu'on va lire. Peut-être en français, là, les Français sont plus rhétoriques que les Allemands. On glisse comme sur un toboggan à travers tout le livre. Ça serait l'idéal. Bon, quelques mots peut-être sur les sources nouvelles, sur les sources que tu as trouvées ou… Alors, je vous rassure, la réponse, le captif n'est pas fautif pour cet emplacement de table des matières au début ou à la fin. Je précise simplement, c'est que en français, dans les travaux universitaires, vous avez un sommaire au début et une table des matières qui saute à l'impression pour des raisons en partie économiques. Donc, je ne plaide pas demi-coupable, mais
Et je pense que le franco-allemand n'est pas irréconciliable sur ce point de vue-là. Alors, sur les sources, oui, c'est un travail qui, au départ, aurait dû être un petit travail, un travail rapide. Et puis, c'est un peu comme Obélix dans sa potion magique. Je suis tombé dans les sources et une source appelle une autre source. Si je dis ça, c'est qu'en fin de compte, la recherche des sources, elle s'est faite selon un principe assez simple, le principe des voix. Donner à entendre les différents protagonistes. Et donc, la quête d'archives, elle a été en temps géographique, bien sûr, en France, les archives nationales, le service historique de la défense, mais qui ne vous donne que les voix officielles, les voix des organismes qui vont être ceux qui se sont chargés des prisonniers, mais vus d'en haut, c'est très important. Mais ce qu'on voulait faire dans ce livre-là, c'est aussi voir la captivité à hauteur d'homme. Donc, on a commencé à aller voir des archives départementales, voire des archives municipales. Et je tiens à les remercier parce que, notamment pour l'iconographie, beaucoup ont répondu en nous envoyant des photos, ce qui permet de donner une variété. Donc ça, c'est un peu pour la voix des vaincus. Bien sûr, en Allemagne, donc à Berlin, où il y a les archives de la Ostwärtiges-Amt, puisque les affaires étrangères ont joué un rôle très important, notamment parce que Vichy va vouloir pousser la négociation à travers la diplomatie. À Fribourg, vous avez les archives militaires. Côté allemand, côté des Allemands, parce qu'on verra dans le détail que les Allemands n'ont pas une position unique par rapport à cette captivité, mais les archives allemandes ont été largement frappées par on a beaucoup perdu de documents à cause des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez des grosses lacunes, et notamment tout ce qui est du domaine de la gestion des camps, des fronts de Stalag en France a été perdu. Et puis, bien sûr, ces voix-là sont des voix aussi autres que françaises et allemandes. Les neutres, enfin les voix de l'humanitaire, comme j'appelle, vont jouer un rôle extrêmement important. Donc, nous sommes allés à Genève, voir les archives du Comité international de la Croix-Rouge, des YMCA. Je suis allé au Vatican. Pauvre moi, on dira, puisqu'en mars 2020, les archives du pontificat de Pie XII ont enfin été ouvertes. Donc, on a eu de la chance. J'ai pu voir parmi les premiers les archives du Vatican qui s'est en partie emparé de cette question-là, puisque la question des prisonniers devient une question européenne. Vous avez à peu près, on va dire, à l'échelle européenne, 11 millions de prisonniers qui vont être captifs en Europe. On a compris que ceux qui vont reconstruire la France et l'Europe d'après, ce sont les captifs. Donc, on est allé au Vatican, on est allé à Genève, voir ces voix, et puis nous ne sommes pas allés à Washington parce qu'on n'a pas les moyens, et puis mais les NARA, puisque les États-Unis ont été la puissance protectrice des prisonniers français jusqu'en décembre 40, donc on les a contactés. Et puis ensuite, on a bien sûr largement collecté dans la littérature, donc les souvenirs, donc publiés, ou ceux qui m'ont été envoyés, et je suis très reconnaissant à ceux qui m'ont gentiment envoyé les souvenirs de leur père ou leur grand-père. Et l'idée, c'est vraiment que dans l'ouvrage, par la pratique citationnelle, on entende ces voix-là. Et chaque chapitre commence par une citation pour que le lecteur ait directement accès à ce type de langage, à ce type de perception, à ces paysages, je dirais, sonores et imaginaires, qui ont permis de voir que le captif a été, à différents moments, pour différents acteurs, une figure qui a été marquante dans l'expérience de 40. Alors, approchons donc les trois dimensions humaines, politiques et économiques du livre. Henri Rousseau parle dans sa préface de la sidération de l'effondrement comme d'un moment fondateur. Comment est-ce qu'il faut s'imaginer ce moment clé de la capture d'un soldat, ce moment du désarmement? Tu parles de ce moment aussi comme d'un moment de dévirilisation. Dans le livre, on trouve une très belle source est-ce que c'est l'artiste Jean Hélion? Ouais, donc des mémoires de Jean Hélion, édition originale de 43, que tu cites. Peut-être, est-ce que tu veux la lire? Alors, Jean Hélion, le hasard de la technique va faire que peut-être que j'ai. Non, le hasard de la technique non. Alors, c'est peut-être. Voilà. Jean Hélion, vous l'avez là, sur la gauche de l'écran. C'est un Français qui est parti s'installer aux États-Unis. C'est un artiste. En 1929, il décide de faire de la non-figuration. Et en 40, c'est un patriote et il s'engage volontairement. Donc, il rentre par croisière en France. Et puis, il va combattre, être capturé le 19 juin 1940, être envoyé en Poméranie. Et pourquoi il est intéressant? Parce qu'il parvient à s'évader de Poméranie.
Il repasse par le Portugal et il repart aux États-Unis et il écrit en 43. Donc c'est intéressant parce qu'on est encore dans la guerre. Donc c'est pour ça que le livre est intéressant. Ils ne mourront jamais en anglais et le livre est publié pour soutenir l'effort de guerre américain contre les nazis. Donc en ce sens-là, il est en même temps extrêmement intéressant parce que c'est un évadé qui a réussi et c'est un très bon conteur. Donc je vais vous lire très rapidement les quelques pages qui décrivent sa capture et qui donnent à entendre ce qu'a décrit Klaus et qui permet de comprendre comment la capture a été un élément marqueur, bien sûr, pour les prisonniers. Les Allemands sont arrivés en voiture blindée dans un rugissement à faire trembler les arbres. Il était 5 heures de l'après-midi, le 19 juin 1940. Dans la première voiture, un officier allemand debout, les bras levés, se mit à hurler en français. « La guerre est finie! Vous serez chez vous dans 3 jours !» Le triste spectacle était terminé et pour moi demeura incompréhensible jusqu'au dernier moment. C'était eux qui levaient les bras et qui nous renvoyaient à la maison. Mes camarades sortaient du bois un par un et se dirigeaient vers les voitures. Certains levaient les bras, comme l'officier allemand. Cela signifiait-il qu'ils étaient d'accord? Ernest et moi sommes sortis de notre cachette pour voir qui s'était déshonoré. Et là, revêtus de leur uniforme français, 5 ou 6 soldats avaient levé le bras en faisant le salut nazi. Je perçus distinctement « Wir haben nicht geschossen ». Nous, Alsaciens, nous n'avons pas tiré un seul coup de feu. Ils souriaient. Les soldats allemands descendaient des autres véhicules et formaient le rang. Ils portaient des grenades prêtes à l'emploi. Ils avaient donc 2 sortes d'arguments, celui-ci étant le moins humiliant. Tandis que je ramassais les affaires auxquelles je tenais le plus, un Allemand me frappa dans le dos avec le fusil que j'avais déposé dans les buissons. Me repoussant vers la clairière, il me fit retirer mon casque, mon ceinturon et mon équipement et me renvoya sur la route. J'y rejoignis le groupe. Un sentinelle nous fit mettre en rang par 3. Une longue colonne s'étirait déjà devant nous, grandissante à mesure que les Allemands ratissaient les bois. 4 hommes qui avaient été surpris en train de fuir vers le château furent abattus, ainsi qu'un 5e qui se trouvait par hasard sur la ligne de mire. Les fusils c'est presque un rugissement de l'époque. Ce n'était pas prévu dans la soirée, rassurez-vous, ce n'est pas un effet spécial. Nous avons d'autres choses, mais c'est là, non. Donc les fusils furent promptement ramassés et les vieux modèles, tenus par le canon brisé contre les arbres, les plus modernes, étaient empilés pour être envoyés en Allemagne avec nos beaux casques d'acier et nos baudriers de cuir. Vers 18 heures, on nous mena vers Billy, halte devant la mairie, où était-ce l'école publique. Au-dessus de la porte, les mots liberté, fraternité, égalité étaient peints en lettres noires. Était-ce de l'ironie ou un signe d'espoir? Quelques femmes avaient osé sortir et, depuis le trottoir, le dos au mur, elles nous dévisageaient. Quel est votre régiment? Connaissez-vous un tel ou un tel? Des mères et des épouses pour qui l'amour était plus fort que la honte, leurs visages étaient baignés de larmes. Les Allemands chassèrent bientôt les femmes. Nous n'avions plus à qui parler. Nous étions des prisonniers de guerre. Oui, alors on aimerait bien savoir la suite. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que tu as déjà parlé du surpeuplement des communes qui se gonflent de 100%? Comment est-ce que ces 10 000 jusqu'à combien? 17 000, je crois, ou 20 000 hommes cohabitent dans ces camps? Est-ce qu'ils sont déjà construits? Est-ce qu'on les construit? Est-ce que c'est des anciennes casernes? Est-ce que ce sont des écoles, des hôpitaux? Qu'est-ce qui se passe dans les camps? Et est-ce que les Allemands, on les a vus là pendant le moment de l'arrestation, est-ce qu'ils se conforment au droit international de la guerre? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, avec les soldats noirs, coloniaux? Voilà. Alors, parle-nous des simples soldats, des officiers, des relations avec la population environnante. Alors, la réponse, vous l'avez en partie en image. Vous avez ici, je vous ai mis un petit choix de types de photographies qui sont très généralement, paradoxalement,
vous l'avez compris que le paradoxe va être rapidement levé, c'est qu'on a une grande masse photographique, mais quasiment la très grande, la quasi-totalité provient de l'allemand. C'est-à-dire qu'on a très peu de photos faites par des populations civiles ou encore des prisonniers qui avaient leur pellicule. Donc, il faut savoir que, et dans le livre, on a spécifié, le regard qu'on a visuellement est le regard du vainqueur. Hein, il faut bien avoir en tête, on a assez peu, même très peu, Ce que montrent bien ces photographies, si vous voulez, c'est que, je vous ai pas lu, il y a un texte très célèbre qu'on cite dans l'ouvrage, notamment de Ernst Jünger, qui rejoint d'ailleurs certaines propagandes nazies, qui alliaient les Allemands, il n'y aurait pas eu de guerre. L'Allemagne devait gagner, elle a gagné. C'était une mémoire mécanique. C'est comme s'il n'y avait pas de campagne de France. On a gagné parce que la France est politiquement parlementaire, donc affaiblie, ethniquement mélangée. Toute la propagande nazie revient. Et donc, dans la propagande nazie, la victoire totale, elle est naturelle et elle ne pose pas de problème. Quand on passe à l'échelle des hommes qui ont les gérés à l'échelle du territoire, vous apercevez qu'on est très loin de ces beaux camps qui marchent selon une parousie, une discipline naturelle. Et vous avez complètement sur la gauche un premier camp qui est improvisé, hein, quand il faut faire monter ces colonnes de prisonniers qui se gonflent au fur et à mesure des captures et qui peuvent avoir plusieurs dizaines de kilomètres. Eh bien, en fin de compte, les camps, ça va être, le terme est un peu abusif, hein, ce sont des prairies qu'on va entourer, souvent des camps déjà clôturés ou mettre des sentinelles, et on va entasser les hommes. Quand les prêts ne sont pas forcément disponibles, on prend des églises, comme vous avez ici à Sens. Donc, vous avez ici la photographie nous donne à voir une géographie, une gestion beaucoup plus compliquée par rapport à ça. Ce qui veut dire aussi, on vient dans le détail, que les premiers temps de la captivité ont été extrêmement durs. Vous êtes à la Belle Étoile, les cuisines n'arrivent pas, l'intendance ne se suit pas, vous ne pouvez pas vous laver. Et donc, il faut bien avoir en tête que pour beaucoup, pour des centaines de milliers de personnes, la captivité, ça commence par, ce que disait Hyvernaud, l'urine et la merde. On a faim. On a marché des kilomètres, on a sué, on s'est délaissé de ses affaires parce que la guerre est finie. Il fait très chaud en juin 40, et donc on a jeté dans le fossé son deuxième pull, son manteau, sa capote, et puis on arrive, l'intendance allemande ne suit pas. Et donc vous avez des gens qui, jusqu'en départ d'Allemagne, auront la même uniforme que ce qu'ils portaient lors de la capture, plus ou moins rafistolés, qu'ils ont du mal à laver. Donc vous avez ici, premièrement, ce que donne à voir ces photographies, c'est cette diversité de lieux. Et très rapidement, quand on passe dans les vrais fronts de stalag, c'est ceux qui vont durer, certes, un tiers ou un quart sont les casernes, et le reste, ce sont d'autres bâtiments qui ont été préemptés, mais qui ne sont pas au départ de finalité de ce type-là. On va avoir des écoles, on va avoir des stades, on va avoir des fermes, ce qui veut dire concrètement que la structure n'est pas adaptée pour nourrir, laver, loger. Et donc, de nouveau, vous avez un problème. Ce qui permet d'aborder un point que tu as soulevé, et c'est intéressant, c'est que quand on se place à cette hauteur d'homme, l'improvisation doit jouer un rôle fondamental. Et là, ça renvoie à l'idée que l'histoire est faite par les hommes. Et d'un camp à l'autre, ça va changer considérablement parce que, bien sûr, la température, le lieu va changer, mais aussi parce que le commandant du camp va avoir une énorme influence sur la gestion, sur sa façon dont il conçoit la captivité, sa discipline. Alors, vous avez un traitement, et je reviens sur cette image que vous avez complètement à Beaune-la-Rolande, c'est que vous avez une séparation qui va s'opérer par rapport à la Convention de Genève. La Convention de Genève de 1929, qui est ce grand texte qui a été promulgué en 29 et qui voulait rattraper les difficultés posées par la captivité de la Première Guerre mondiale. La Convention de Genève va être appliquée pour la première fois dans la Seconde Guerre mondiale, et à l'Ouest, les Allemands vont la respecter en grande partie. Ils vont la respecter, c'est-à-dire concrètement, ils vont essayer, autant que faire se peut, de respecter le droit donc pour la correspondance, pour la religion. Il y a un point qui va être, et donc là, ce que je reviens sur cette image-là, c'est qu'on va avoir une séparation. La Convention de Genève prévoit la séparation selon l'ethnie ou la nationalité. Et donc les Allemands vont, pour des raisons conventionnelles et, je vais insister, raciales, vont séparer les couleurs de peau. Donc, on va avoir les blancs ensemble, et puis ce qu'ils appellent les noirs, et ce qu'ils ont appelé les arabes. Et là, c'est intéressant à Beaune-la-Rolande parce que vous avez deux types de baraquements. À gauche, vous avez les baraquements en dur qui vont être davantage réservés pour les blancs. Et puis, à droite, vous avez les tentes de bien moindre qualité qui vont davantage être réservées pour les arabes, comme on appelle à l'époque, ou ce qu'on appelle généralement les indigènes. Et donc, vous avez ici la question raciale va se poser, c'est que pour gérer ce trop-plein, parce que ça déborde de partout, les commandants peuvent soit libérer les prisonniers ou les faire travailler, ça on pourra y revenir, ils peuvent les envoyer en Allemagne, mais ça prend du temps, ou ils peuvent essayer, par une politique interne au camp, de créer de la place pour certains
en entassant davantage d'autres. Et c'est là où la dimension raciale va jouer. Dans certains camps, on va avoir des officiers ou des hommes donc de troupes de blancs qui vont être mieux logés, et parce que plus de place, mais ça veut dire qu'on va en donner moins et on va entasser davantage les Noirs, les Nord-Africains ou les Anamites par rapport à ça. C'est pas partout pareil. Vous avez des camps où inversement, les prisonniers de type coloniaux vont être mieux traités, ou du moins on va adapter la nourriture, on va leur donner davantage de couverture, on va leur donner davantage de vêtements. Donc il n'y a pas de règle générale. C'est-à-dire que les Allemands, c'est un collectif, et en fonction de l'âge du colonel, du commandant, de sa nazification, on n'aura pas la même politique. En revanche, c'est un point très important à souligner, pour la capture, il y a eu un phénomène qui s'est passé pour entre 1500 et 3000 prisonniers noirs qui ont été massacrés à leur capture. Crime de guerre par les Allemands. Alors, il faut bien avoir en tête que ce massacre-là, on estime les chiffres, Raphaël Cheikh a fait une étude dessus entre 1500 et 3000. C'est un crime de guerre. On pourra venir dans le détail pourquoi ça a eu lieu, mais il faut bien avoir en tête que ça n'était ni massif, puisque les Allemands ont capturé 16 000 prisonniers noirs, et tous n'ont pas été massacrés systématiquement, et il n'y a pas eu d'ordre par rapport à ça. Donc, de nouveau, le comportement de certaines unités de la Wehrmacht et de la Waffen-SS a fait en sorte, dans certaines situations, on a eu des massacres de prisonniers noirs. Souvent, leurs officiers et blancs, ils sont séparés de leurs hommes, et donc c'est seulement les noirs qui sont visés, mais ce n'est ni systématique ni ordonné par la hiérarchie. Donc la captivité, la gestion de la captivité va intégrer à la fois des problèmes de contingence, d'accès au marché, et en même temps actualiser une certaine perception de l'ennemi en termes raciaux ou en termes politiques, ou etc. Alors, vous voyez, ce sujet comporte beaucoup de dimensions, une dimension du genre. Qu'est-ce que font les femmes à la maison sans les hommes dans leur fleur de l'âge, hein, les récoltes, tout ça, c'est difficile. Donc, des dimensions économiques genrées et des dimensions donc de colonial history. Et j'aimerais bien te demander une question aussi à la mode chez nous, les historiens, la counterfactual history. Là, on voit à gauche, au milieu, un camp de prisonniers sur un pré. Combien d'Allemands gardent combien de Français? Il y a une disparition incroyable. Pourquoi est-ce que ces Français ne s'évadent pas? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de prisonniers évadés? Est-ce que, voilà. Alors, il y a, pour l'évasion, on a déjà du mal à avoir un nombre précis de prisonniers. On a encore moins de nombre d'évadés. Les estimations données par l'ouvrage de référence sur la captivité 40-45 livres Durand, c'est 200 000 prisonniers qui s'évadent entre mai-juin 40 et fin 40. C'est beaucoup, mais sur les 2 millions, c'est pas énorme. Alors, pourquoi ils s'évadent pas plus que ça? Alors, bien sûr, on peut dire, beaucoup disent si j'avais su, on l'aurait fait. Mais bien sûr, il faut bien avoir en tête, premièrement, je pense, la sidération de la défaite. Ce sont des gens qui, on peut avoir en tête, l'armée française en 40, c'est l'armée victorieuse de l'Allemagne en 18, c'est une grande puissance, et donc cette étrange défaite dont parle Marc Bloch reste incompréhensible pour ces prisonniers. Donc la sidération de la défaite ralentit les réactions. Il y a deuxièmement la question de la fatigue. Ces prisonniers, en partie, la campagne a été compliquée, de va-et-vient, les marches commencent pas avec la captivité. Hivernaux, donc je l'ai cité, en 6 jours, il marche 250 km, quasiment le ventre vide. Donc il y a une fatigue physique qui fait en sorte que quand on se pose dans un coin de France, on s'endort ou on ne bouge pas. Mais il y a aussi une autre raison, et on l'a expliqué, c'est que les Allemands, et là on revient à ce que évoquait Klaus, c'est que les Allemands n'ont pas les moyens humains de garder ces prisonniers, concrètement. Donc, un des moyens qui va être fait, c'est la désinformation. Très rapidement, et dans beaucoup de sources, les Allemands, et Lyon le disait, on leur dit, écoutez, ne faites pas les idiots, vous avez perdu la guerre, l'Angleterre bientôt va aussi la perdre, la paix va arriver, vous serez libérés dans quelques semaines, c'est une histoire de quelques jours, n'allez pas prendre un risque de vous évader et de vous faire tirer comme des lapins. Et beaucoup vont accepter, en partie, accepter cette interprétation qui, à l'époque, pour beaucoup de Français, est tout à fait crédible. Vichy, c'est la même longueur d'onde. La paix est une question de temps, et donc il faut négocier avec l'Allemagne parce que c'est la meilleure façon, dans l'Europe de demain, qui sera allemande, d'avoir une place importante. Et donc ça, je pense que ça va jouer sur un rôle. Et puis il y a un dernier élément, c'est que on n'a pas tous des MacGyver ici, c'est pas tous des super-héros. Donc la question de
l'évasion, elle renvoie bien sûr au caractère de chacun. Et Lyon, c'est intéressant parce qu'il raconte que lui, il s'est évadé de première année, mais le Ernest dont il parle, lui, Ernest, il s'est carapaté 2 semaines plus tard. Et il dit, il y avait un mur, et puis lui, il a osé aller derrière le mur se cacher, et moi, j'ai pas osé. Donc, il y a quand même le domaine de l'humain, mais c'est aussi le fait que ensuite, pour s'évader, il faut avoir les capacités techniques, il faut essayer de changer son uniforme en habit civil, donc il faut avoir accès, donc ne peuvent s'évader souvent que ceux qui sont en corvée, hors du camp. Il faut éventuellement avoir de l'argent pour prendre le train, il faut avoir éventuellement une carte, et donc concrètement, l'évasion, même si on est en France, ça aide beaucoup parce que par rapport à l'Allemagne, la langue n'est pas un obstacle, mais dans ces marches-là, qui sont une marche vers le nord, eh bien, les gens n'ont pas forcément les moyens. Donc, je pense qu'il faut avoir ça en tête pour comprendre que, paradoxalement, assez peu de Français se sont évadés à la grande joie des Allemands parce que, du côté allemand, le gros problème jusqu'en fin 41, fin 40, début 41, c'est ce qu'on appelle les Landesschützenbataillon, c'est-à-dire les gardiens. Et le MBF, donc le commandant militaire en France, dont a parlé Klaus, a un réel problème. On n'a pas assez d'hommes pour garder ces Français. Envoyez-nous des hommes. Et Berlin dit, niet, débrouillez-vous. Vous êtes avec les moyens du bord, on n'a pas de moyens supplémentaires à vous envoyer. Et donc, le problème de la garde va jouer un rôle important, c'est-à-dire que l'évasion n'est pas importante, mais la reprise des évadés est encore moins importante. Les Allemands n'ont pas les moyens de garder correctement ces camps-là et encore moins d'aller partir à la chasse aux évadés. Donc, on a ici, c'est intéressant, c'est-à-dire, je reviens sur ce qu'on avait évoqué, c'est qu'en fin de compte, bien sûr, l'histoire contrefactuelle, mais le rapport de force purement militaire en termes de nombre de gardiens par rapport au nombre de prisonniers est largement à l'avantage des prisonniers. Mais la défaite française, telle qu'elle est orchestrée par Vichy et orchestrée par les Allemands, symboliquement, font de l'Allemand un occupant tout puissant. Et effectivement, ça participe d'une image que l'Allemagne a réussi à diffuser de puissance totale qui permet de compenser ce problème humain qui ne sera jamais résolu d'une infériorité militaire en termes de gardiens. Je pense que là, nous sommes arrivés au milieu déjà de notre deuxième sujet, c'est-à-dire la politique. Tu n'avais pas mentionné peut-être assez qu'à l'intérieur des camps, il y a des Français que les Allemands arrivent à motiver pour garder les prisonniers. Donc, des Français qui collaborent avec des Allemands pour organiser la vie quotidienne au sein des camps. Et il y a évidemment à ce moment-là, Fabien l'a dit, le rôle au niveau le plus bas, c'est-à-dire du camp, de l'unité du camp, du bâtiment du camp, ce rapport humain, la personnalité joue un rôle très, très important. Hein. Le rôle concret du commandant du camp, le rôle concret du Français qui travaille avec le commandant du camp. Il ne faut pas oublier qu'on est là au moment des beaux jours, des meilleurs jours de la collaboration. Est-ce qu'on peut dire que beaucoup de prisonniers passent d'un certain vichisme? Je sais que des cartes postales de Pétain sont distribuées systématiquement dans les camps. Lentement, à partir du moment où c'est par exemple clair que l'Angleterre ne va pas être défaite par l'Allemagne en octobre-novembre 40, à une sorte de scepticisme, voire une sorte de pré-résistance. Hein. Donc, est-ce qu'on peut décrire peut-être dans les camps ce chemin de la population française, by and large, d'un certain vichisme modéré, hein, mais à une pré-résistance? Là, je pense pour répondre à cette question, il faut la replacer. Enfin, la réponse à cette question se trouve davantage dans les Stalag et les Oflag en Allemagne qu'en France, parce qu'il faut bien avoir en tête que jusqu'à l'automne 40, c'est un bordel intégral. C'est-à-dire que personne ne sait où sont les gens. Si certaines femmes ne reçoivent des lettres de leur mari qu'à partir de septembre 40 ou même janvier 41, c'est qu'en fin de compte, on ne sait pas où sont les maris. Et donc, paradoxalement, pour ces femmes-là, la défaite française et la fin de la guerre est tout sauf un soulagement. Parce qu'on ne sait pas à ce moment-là si le mari il est mort, s'il est capturé ou est-ce qu'il est. Et donc, vous avez un très beau texte d'ailleurs de Simone de Beauvoir par rapport à Jean-Paul Sartre qui dit que c'est horrible, tout le monde se réjouit, c'est la fin de la guerre, mais moi, je ne sais pas où est mon amant ou mon compagnon. Et vous avez une angoisse qui est renouvelée et qui, pour certaines, va durer jusqu'au début 41. C'est intéressant parce que vous avez ici un autre exemple qui est très développé dans l'ouvrage du commandant du major Kurt-Schmidt que j'ai trouvé dans les archives militaires. On a assez peu d'archives du point de vue des Allemands humains et
Goldschmidt est un état extrêmement intéressant parce qu'il a tenu un journal intime pendant toute il a été nommé en juillet 40 à la tête d'un district de l'Orléanais, donc il va gérer une quinzaine de camps, et il va tenir un journal, un carnet de bord, au jour le jour, de juillet 40 jusqu'à mai 41, puis après, il va être envoyé sur le front de l'Est pour gérer une autre captivité, autrement plus compliquée, la captivité des prisonniers soviétiques. Mais on a un homme qui donne au jour le jour de ses impressions. Ce qui est intéressant, vous avez vu sa date de naissance, il est né 5 ans après la fondation du Reich. Donc, quand il est nommé en 40 à la tête d'un camp, il a 64 ans. C'est un ancien combattant. Il a fait la Première Guerre mondiale en France et il dit lui-même, il revient sur les lieux où il a lui-même été blessé. Il a été trépané en France. Donc, il a une expérience de la guerre et puis de la France différente. Et c'est absolument pas un nazi. Hein. Donc, il a une logique très différente. C'est un Prussien francophile. Et je voudrais vous lire un extrait justement pour vous donner la voix d'un Allemand de ce qu'il écrit au jour le jour sur cette gestion. Qui paraît, on est à rebours de la vision qu'en donne la propagande allemande d'une Allemagne qui est capable, logistiquement, de gérer des millions d'hommes. 3 juillet 1940. Je suis allé au camp de prisonniers d'ici, à la caserne de Montargis. Il y a là 7500 hommes, dont 150 officiers. Les officiers français commandent les compagnies de prisonniers et un colonel français irréprochable dirige l'ensemble du service intérieur des Français. Mais la discipline est totalement absente chez les Français. Certains saluent de telle manière qu'ils font penser à des journaux satiriques. Nous avons aussi des Noirs et des Anamites. 8 juillet 1940. Au camp de Montreux, tout était en ordre parfait et le commandant, le capitaine Klages, fait son travail à merveille. 9000 prisonniers. Nous avons ensuite déjeuné chez lui. Ensuite, je suis allé à Melun. Là-bas, une section de garde a pris le contrôle du camp et les prisonniers étaient complètement déboussolés. Personne ne disait bonjour. Les latrines puaient, il n'y en avait pas assez et personne ne savait comment faire travailler les prisonniers. J'ai ordonné à l'officier français le plus âgé de faire des latrines. Je lui ai demandé de construire suffisamment de latrines pour demain soir. Je lui ai également annoncé que si chaque soldat ne saluait pas immédiatement l'officier allemand, je ferais affamer le camp pendant une journée, assurez-vous. Il a promis de faire tout son possible. J'enverrai demain 2 officiers de mon état-major à Melun pour y mettre de l'ordre. Puis un dernier, on est le 20 juillet 1940. Je suis allé au camp de Pithiviers que j'ai visité en détail. Et ensuite, je suis allé à Beaune-la-Rolande. Les 2 camps sont surpeuplés, avec chacun 13 000 prisonniers environ. Je vais voir si je ne peux pas en prendre 3 à 4 000 de chaque camp. Les prisonniers les plus propres, ceux de meilleure volonté et les plus présentables, ce sont les Noirs. Ce sont les seuls à rendre les honneurs dans chaque camp. Au camp de Sully, j'ai rencontré hier un jeune garçon de 15 ans environ. Il avait fui Paris et rencontré sur la route du Sud son père, fait prisonnier comme ouvrier militaire. On a autorisé le fils à rester avec son père. Dans l'un des autres camps, j'ai rencontré un prisonnier, médecin militaire et une infirmière de la Croix-Rouge. Le médecin est prisonnier et la dame qui travaille avec lui est sa femme. Elle s'est mise volontairement à disposition. Je rencontre souvent dans les camps des dames de la Croix-Rouge qui apportent médicaments, des vêtements et du linge pour les prisonniers, mais il manque d'essence. J'arrêterai là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit un mois plus tard qu'avec les échanges, les prisonniers noirs qui reviennent du Reich, les prisonniers qui sont envoyés, et on est en août 40, il dit avant 14 jours, je ne saurais pas combien de prisonniers je gère et je ne sais pas comment les gérer. Et on est ici 2 mois après la défaite. Fabien, là, tu nous as lu une source très intéressante de provenance allemande. Donc, on voit que les Allemands doivent faire quelque chose pour ces millions de prisonniers français en France. Mais le régime de Vichy veut asseoir sa propre légitimité aussi sur des travaux en faveur des prisonniers. On a vu, c'est les meilleurs hommes, hein, c'est les jeunes hommes français, c'est ceux qui devraient travailler, être sur les champs, être dans les ateliers. Comment est-ce que Vichy
du coup, sous de telles circonstances, peut arriver à faire assez. Mais qu'est-ce qu'il fait, Vichy, ce gouvernement? Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous commenter l'organigramme, mais l'organigramme vous permet de comprendre le désordre que ça a été. Si vous voulez, c'est que vous avez une multiplication d'acteurs. Les Allemands vont créer leur propre service, dirigé en grande partie à partir du MBF, parce qu'ils ont compris que la captivité est un enjeu central à l'échelle locale d'ordre public, avec des relais avec les commandants et puis les Feldkommandanturen, mais aussi à l'échelle diplomatique avec Vichy. Donc, vous avez un premier, je dirais, un premier étage qui est construit et qui calque ce qui a été construit dès 1938. Les Allemands avaient compris que la captivité allait être un enjeu fondamental de l'Europe occupée. Et en 1938, ils ont créé le Kriegsgefangenenwesen, le service des prisonniers de guerre, dont la structure va être copiée dans chaque pays occupé. Et puis, vous allez avoir Vichy qui arrive en juin 40, et qui va, bien sûr, vouloir de nouveau prendre en charge ces prisonniers pour des raisons politiques, économiques. Sauf que la carte a montré, vous avez une zone d'occupation. Et donc, vous allez avoir non seulement des services pour la zone sud, la zone libérée, notamment pour les femmes et les familles qui veulent envoyer des colis, qui veulent connaître le sort de leurs hommes, mais la grande partie, la totalité des fronts de Salac sont en zone occupée dans le nord. Et la zone est séparée par une démarcation, et donc Vichy va essayer de développer un troisième type de service qui est dans la zone d'occupation, mais qui a besoin des Allemands pour exister. Et donc, vous avez ici un enjeu extrêmement intéressant. C'est que les Allemands ont besoin des Français pour garder, nourrir, avoir une main-d'œuvre pour la zone occupée, donc ils sont dépendants de ces Français. Et on a mis en place ce qu'on appelle une occupation de supervision. Les Allemands, depuis le départ, dans un modèle théorisé par Bernard Best, disent que les Allemands doivent garder, pour limiter l'implantation, le pouvoir de commandement et déléguer l'exécution des ordres aux Français. En l'occurrence, s'ils acceptent. Mais les Français, donc ils sont dépendants des Français pour l'exécution. Et quand j'ai exécution, c'est apporter des millions de tonnes de pain, de pommes de terre tous les jours, être capable de faire envoyer les colis. Et les Français ont besoin des Allemands, bien sûr, parce que sans les Allemands, ils n'ont pas accès au front de Stalag. Et donc, vous avez au cœur de cette négociation qui est valable aussi bien à Vichy, aussi bien à Berlin, mais qui est valable à l'échelle de chaque camp, une négociation, un rapport de force qui s'instaure, sachant que les Allemands disent très clairement depuis le départ à Baden-Baden, il n'y aura pas de réciprocité. Vous êtes vaincus, nous sommes les vainqueurs, nous ordonnons, vous obéissez. Donc le principe est extrêmement clair et Vichy part sur un mauvais pas en pensant que la collaboration va lui permettre de pouvoir faire libérer des prisonniers et pouvoir rétablir un semblant de souveraineté française. Donc, ce que montre cet organigramme, qui se veut beaucoup plus clair que ce qu'a été la réalité, c'est qu'en fin de compte, vous allez avoir une multitude d'acteurs qui eux-mêmes ne sont pas forcément d'accord. Il y a une rivalité interne côté français entre ceux qui sont à Paris, ceux qui sont à Vichy, entre Scapini et d'autres. Une rivalité interne aux Allemands. Il faut bien avoir conscience que les 2 millions de prisonniers français sont vus différemment si on les voit depuis Paris. Le militaire Befehlshaber in Frankreich, qui considère que le plus important, c'est de les faire travailler pour l'économie allemande dans la France occupée. Plus la France sera exploitée économiquement, plus le Reich sera fort. Mais vu de Berlin, c'est très différent. Vu de Berlin, on a beaucoup moins de mansuétude et on considère que depuis de Berlin, la meilleure façon de faire travailler les Français en 40, c'est de les déporter dans le Reich. Et vous avez un rapport alarmé et alarmiste du MBF qui dit, mais si vous nous prenez 140 000 prisonniers comme vous le demandez, tous nos efforts de remise en route économique de la zone occupée va tomber à l'eau. Et là, c'est intéressant parce que les deux sont d'accord que la France a perdu. Les deux que la France doit être pillée, mais que la politique allemande diffère selon qu'on a une vision impériale depuis Berlin ou une vision locale avec le MBF. Et puis, vous avez, c'est intéressant, pas oublier que cette prise en charge, elle dépend de l'extérieur. Vous avez là les USA comme puissance protectrice, vous avez la Croix-Rouge à Genève. Les neutres vont jouer un rôle important jusque dans cette captivité-là parce que la Convention de Genève leur donne en partie des droits. Et donc, vous avez une troisième voie qui va arriver avec un troisième type de service. Les Américains vont mettre en place des services d'aide. Et dans le texte, je m'arrêterai là, dans l'ouvrage, il y a une expérience qu'on raconte, une jeune Américaine qui est à Paris déjà et qui va prendre en charge le camp de Meaux. Et elle raconte comment, en fin de compte, elle passe ses week-ends au Franprix ou au Monoprix du coin pour acheter ce qui manque, des rasoirs, des shampoings, et qu'au fur et à mesure où les semaines passent, il y a de moins en moins de chocolat, de moins en moins de shampoings, de moins en moins de rasoirs.
mais que les garçons du Monoprix lui laissent quand même les rasoirs pour dire qu'au moins ceux-là, les Allemands ne les auront pas. On a compris dans tout cela que la meilleure chose pour le régime de Vichy, ça aurait été que l'Allemagne libère des prisonniers. Et en fait, c'était, je crois, le grand espoir, hein, en tout cas au début, en juillet, août, pendant l'été 40, que l'Allemagne puisse libérer des dizaines de milliers de Français pour qu'ils puissent rentrer à la maison. Est-ce qu'il y a eu quelques libérations? Est-ce que le régime de Vichy a finalement, est-ce qu'il y a eu pas seulement plus que cet espoir, est-ce que cet espoir a été nourri tactiquement, stratégiquement par les Allemands ou pas du tout? Alors, c'est effectivement la libération. On a parlé du secours, mais ce que tout le monde attend, toutes les familles attendent, c'est la libération. Donc, concrètement, la mise en place des colis, la mise en place de la correspondance est importante, mais ce qu'on attend. Et Vichy, dès juin 40, hein, les premiers discours du maréchal Pétain sont très clairs. Il fait de la libération des prisonniers un élément fondamental de son nouveau pouvoir. Et donc, la condition de réussite de Vichy passe par la libération des prisonniers. Et c'est là, dès le départ, il y a un problème d'estimation, c'est que les Français ne comprennent pas les signaux envoyés par les Allemands à la commission d'armistice de Wiesbaden, qui est extrêmement clair là-dessus. On ne va pas libérer. Et donc, vous avez ici un dialogue de sourds qui s'engage. Les Allemands vont libérer, ce qu'on appelle les libérés de juillet, c'est-à-dire les libérés qui vont être libérés uniquement parce qu'ils vont permettre de travailler dans la zone nord, la zone occupée, à l'économie française, mais à l'économie allemande. Et que les demandes de libération pour la zone sud qui ne les intéressent pas avant novembre 42 seront accordées exceptionnellement et à titre individuel. Et donc, vous allez avoir premier donc les libérés de juillet, Vichy n'y est pour rien. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les libérés conventionnels. La convention stipule que certaines catégories, les médecins, certains vétérinaires, peuvent être libérés, mais ça, c'est pas Vichy qui va. Et donc, la troisième, on estime que sur la période jusqu'à fin 40, 300 000 prisonniers vont être libérés. Mais là-dessus, Vichy n'est absolument pas responsable, n'a pas obtenu ça. Ça va être des gendarmes, ça va être des postiers, ça va être des cheminots, toutes ces forces vives dont les Allemands ont besoin pour leur économie d'occupation par rapport à ça. Et puis, vous avez en novembre 1940 un homme qui va jouer un rôle, qui est Scapini, Georges Scapini, hein, qui est un député de droite, ancien combattant. Il est aveugle, donc il est très célèbre pour ça parce que c'est un ancien combattant, député de droite, qui a la confiance du maréchal et qui va être un peu propulsé ambassadeur de France en Allemagne et qui va négocier avec Hitler un accord, le protocole de Berlin, qui permet notamment la libération d'une catégorie qui a été demandée depuis mai 40, c'est-à-dire les cas un peu désespérés, les familles très nombreuses, de plus de 5 ans, les pères de familles de plus de 5 enfants, ou les familles de 4 enfants dont le père n'est pas capable d'assurer la famille, mais ça va être très limité, si vous voulez, par rapport à ça. Et cet accord donné par Hitler était une façon d'amadouer les Français. Mais en grande partie, Vichy, dès 40, et là, il ne faut pas attendre 42, se méprend, on n'arrive pas à comprendre le fait qu'il n'y a pas de négociation possible et que ce n'est pas une collaboration telle qu'il l'entend. Et plus Vichy va commencer à proposer des choses, plus les Allemands vont demander. Et ce que je souligne en disant ça, c'est que dans l'intérêt de l'ouvrage, au-delà ou à travers la captivité, c'est de montrer en fin de compte comment ce qu'on voit se développer en 41-42 pour des éléments, des logiques beaucoup plus dangereuses, notamment, je pense à la collaboration en matière de déportation des Juifs à partir de 42. Eh bien, cette logique de collaboration, de négociation tronquée, elle est à l'œuvre dès le départ, dès 40, dans le cadre des prisonniers. Et on peut s'interroger sur la façon dont Vichy refuse de voir ce que les Allemands ne veulent pas leur donner, à savoir cette libération qui supposerait que le vaincu n'est pas si vaincu que ça. Oui, je pense à travers notre discussion, la dimension économique a déjà été évoquée pas mal, c'est clair. Hein, ben, ces hommes en capture sont des travailleurs qui manquent à la France. C'est un problème grave déjà pour les récoltes hein, pendant l'été, automne 40. Et pour l'Allemagne, c'est également un défi économique parce qu'il faut nourrir les prisonniers. Je ne sais pas, un camp de 17 000 d'hommes, combien de pommes de terre il faut organiser tous les jours pour nourrir ces gens. Donc, c'est assez impressionnant les chiffres que tu cites dans ton livre des livraisons de la Croix-Rouge internationale pour ces camps-là. C'est très intéressant. On a déjà dépassé les 20 heures. J'aimerais bien donc dire une chose très claire. Ce qui m'a impressionné dans ce livre,
c'est que tu arrives, et on l'a très bien vu à travers la citation de Gutschmidt, tu arrives à donner une nouvelle épaisseur à cette histoire franco-allemande. Hein. Les Allemands n'apparaissent pas toujours comme ceux qui tuent des prisonniers comme ça à l'excès rapidement, et les Français dans les camps peuvent aussi, il y a ce que tu appelles une zone grise, Grauzone, chez les acteurs, où même les victimes peuvent parfois tirer profit d'une certaine situation. Et j'ai beaucoup apprécié cette nouvelle épaisseur que tu donnes à l'histoire, et c'est, je pense, de plus en plus important. Plus on s'éloigne de l'événement, plus on a tendance, en tout cas, dans le grand public, de voir schématiquement les choses. Et vraiment, tu essaies de lutter contre ces images simplifiées. Je trouve ça, c'est très méritoire. Mais le livre ouvre énormément d'horizons. J'avais évoqué l'histoire du genre, les femmes à la maison, les filles, etc. Les femmes qui, tout d'un coup, apparaissent plus fortes que les hommes, hein, qui sont des prisonniers. Donc, un renversement du rapport femmes-hommes, le problème des prisonniers blacks dans les camps, surtout dans les Landes, dans le sud de la France, on les a transportés à cause des raisons climatiques, je pense. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Fabien? Qu'est-ce que tu voudrais, comment voudrais-tu continuer le travail que tu as commencé là? C'est une bonne question. Je ne vais pas te répondre trop longuement parce que sinon vous allez me haïr. Juste, je voulais montrer cette photo-là qui est intéressante et qui permet de répondre en partie à Klaus Peterzik. C'est une photo donc prise par un Allemand et vous avez tout le symbole de la défaite avec ces femmes qui tendent des verres d'eau à des soldats qui passent avant que les Allemands arrêtent. On a ici de côté que ceux qui auraient dû vaincre ou garder ou protéger la veuve et l'orphelin sont ceux qui sont battus et justement les femmes jouent un rôle important avec ce paradoxe extraordinaire. C'est que Vichy est un régime patriarcal qui veut cloisonner la femme donc dans la sphère privée. Or, eh bien, 80% des femmes de prisonniers sont obligées de travailler. Du jour au lendemain, leur mari, qui pouvait être le soutien de famille, que ce soit dans la culture, dans l'artisanat, elles sont obligées de travailler. Et donc, vous avez ici une mutation que l'histoire va imposer. La réponse à ta question, moi, l'ouvrage, c'est un premier pas, c'est une enquête. Enfin, une enquête au sens où on a posé un problème et c'est de trouver les archives. Je dirais que la réponse dépend un peu de vous. C'est-à-dire qu'une partie de cette histoire-là, elle est encore dans les familles, dans vos albums, dans vos tiroirs, dans vos greniers, et que je vous encourage, pas seulement à travers l'ouvrage, mais ce soir, à essayer de voir si ces lettres-là ne pourraient pas avoir un intérêt aussi plus généralement pour des historiens, parce que je pense qu'une grande partie des archives de cette captivité, archives privées, c'est encore vous qui les possédez. Donc j'appelle très généreusement à une collecte généralisée d'archives françaises et allemandes ou autres à mise à disposition. Ça fera, je pense, avancer le regard, et surtout ça permettra de replacer ces histoires individuelles, histoire familiale où on pense que ça n'intéresse que le petit-fils ou le cousin, l'histoire de grand-père ou de passé, de replacer ces histoires individuelles dans une histoire à la fois collective et européenne, et permettre en même temps de créer un nouveau récit qui soit un récit qui permette ces histoires croisées, France-Allemagne, de échelle du haut, échelle vers le bas, et les générations ensemble. Donc ça, c'est mon appel. Quant à la suite de l'ouvrage, comme tu dis, ce qui m'a intéressé, c'est que à travers la captivité, c'est une histoire carrefour. On peut en faire une histoire économique, on peut en faire une histoire politique. On n'a pas parlé seulement avec nous une histoire culturelle. Vous avez de la création, une histoire religieuse, de la pratique religieuse, une histoire sexuelle. Il y a une pluralité. Donc, je vous encourage, quelle que soit votre appétence et votre âge, à vous plonger dans cette histoire-là, d'abord dans l'ouvrage et dans vos archives ensuite. Merci. J'ajoute que dans le livre, à la fin, il y a un annexe qui s'appelle « Les prisonniers de guerre français dans la Seconde Guerre mondiale » aux archives nationales, je pense seulement. C'est très utile, vraiment, c'est comme un manuel. Si vous avez donc dans votre famille une histoire, vous pouvez utiliser ce livre et avancer sur la base de ce livre. Alors, je propose que nous allons ouvrir le débat et peut-être de manière non conformiste, je voudrais d'abord demander à ceux qui sont devant leurs écrans Zoom, peut-être il y a là, je ne sais pas. Premièrement, y avait-il un camp à Tours au regroupe? Oui. Certainement, hein. Il y en Comment? avait 300, je ne sais pas. À Tours, est-ce vrai que certains proches ont pu aller voir les prisonniers à un moment donné? Oui.
OK. Et troisième question, où peut-on se procurer des listes officielles des prisonniers dans des stalags précis? Merci. Ah oui, alors, alors ça dépend ce que vous appelez un camp. C'est-à-dire est-ce qu'il y avait un front de stalag? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à Tours, vous aurez une structure. Bien sûr, il y a eu ce type de camp et je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, à aller voir l'article départemental, donc éventuellement. Oui, alors c'est intéressant ce que l'action que vous posez. C'est que là, la photo, vous l'avez. Alors, je ne sais pas si ça marche en temps réel. La photo où on voit ces prisonniers, on est à Dijon. Ça marche pas vraiment. C'est que, eh bien, dans certains camps, vous allez avoir non seulement des femmes qui peuvent venir dans les camps, autour des camps, mais dans le livre, on a une photo où on met un Besuchschein, c'est-à-dire que elles vont avoir un quart d'heure. Parfois, certaines vont même ensemble, et il y aura le devoir conjugal qui va être assumé. Il y a une sorte de liberté qui est laissée au commandant. Plus vous avancez dans l'année 40, plus les camps vont se fermer et ces femmes-là n'auront plus accès, mais vous allez avoir effectivement des échanges assez particuliers qu'on est très, très à rebours de l'image qu'on a, mais qui est une des conséquences des captivités françaises en France. C'est que ces femmes-là, elles veulent voir leur mari, certaines leur préparent des petits plats. Bon. Les listes, ça existe, mais ça existe, comme vous dites, pour les stalags et les oflags, pas pour les fronts stalags. Hein, ces listes-là, on est… Oui, alors ça, vous savez, ça a été d'ailleurs publié dès l'époque. Hein, Vichy les a publiées, elles sont pas… et vous les avez aux archives nationales comme aux archives de la Défense, et je pense qu'elles sont même numérisées maintenant. En revanche, les Allemands ne sont pas ou ne veulent pas mettre à jour ces fiches, et vous avez un paradoxe extraordinaire. C'est qu'en octobre 40, vous pouvez avoir un prisonnier qui est à Königsberg et vous lui envoyez une lettre qui met 3 semaines pour arriver. Vous êtes à Paris, vous avez une lettre à Melun, vous ne pouvez pas. Parce que là, il n'y a pas de correspondance, les Allemands estimant que, comme c'est un camp provisoire, ils ne peuvent pas donner d'adresse. Et là, vous avez un paradoxe. On est géographiquement très proche, mais on est en termes de gestion très loin. Et là, vous avez une incompréhension qui va se produire. On peut écrire à l'autre bout de l'Europe, dans nos grands Reichs, mais on ne peut pas écrire dans l'autre côté de la zone parce que les Allemands considèrent que les athlètes ne sont pas stabilisés, ils ne peuvent pas communiquer. Et aller expliquer ça à des femmes et des hommes à l'époque, c'est très compliqué en termes de morale. Alors, nous avons une auditrice ou un auditeur. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci, Monsieur Theophilakis, pour la présentation de cet ouvrage. Parmi les questions que j'avais notées, je voudrais surtout en revenir sur une en particulier. Lorsque vous évoquiez la captivité et le faible taux d'évasion des prisonniers de guerre français, est-ce qu'on peut considérer quand même que la captivité participe au développement de ressources? Je cite bien ce terme de façon à présenter ça comme un concept, le concept de ressources. Et est-ce qu'on peut parler de résistance en captivité? Notamment, vous parliez des capacités techniques, voire psychologiques de certains captifs à pouvoir s'évader. Est-ce qu'on peut parler d'un développement de ressources en captivité et est-ce qu'on peut parler de résistance en captivité? Ça fait très radio. Hein. On n'a que la voix, on n'a pas le visage. Merci, cher auditeur, pour votre question. Oui, la question de la ressource est assez fondamentale parce que, alors, je vais répondre d'abord sur la ressource et l'évasion après. La captivité rebat les cartes. Très concrètement, ici, nous sommes mal barrés. Les intellectuels, on n'est pas très bien considérés parce que on peut avoir faire des conférences, donner des cours de musique, mais ça ne va pas faire la popote. Et donc, vous avez des gens qui, socialement, dans la France d'avant-guerre, étaient vus comme en bas d'échelle sociale, mais qui ont des ressources qui sont très manuelles, qui vont réussir à pouvoir, soit avec une boîte de fer, vous faire un réchaud, qui vont pouvoir. Et donc, ces types de ressources-là, socialement, vont un petit peu rebattre les cartes. Et Lyon raconte très bien que dans leur chambre, ils ont créé un groupe. Les mieux, c'est ceux qui sont capables, en allant travailler à l'extérieur, de ramener du pain. Puis ceux qui peuvent rien faire, ils vont raconter des histoires. Au moins, c'est déjà bien, on passe le temps, mais voilà. Et c'est vrai qu'on a ce type-là. Les ressources, elles vont jouer aussi dans les camps, et c'est fondamental pour l'intérêt que les Allemands y portent. Donc, ceux qui parlent un petit peu allemand, là, on est mieux lotis, nous, ce soir. Ceux qui parlent un petit peu allemand, très, très rapidement, vont avoir des places, notamment ce que Klaus appelle la Grauzone, la zone grise, et notamment les interprètes. Les interprètes vont jouer un rôle fondamental avec ce double vision. Certes, ils vont en partie aider leurs compatriotes, mais pour les compatriotes que sont les prisonniers français, ils sont vus comme des privilégiés.
Et effectivement, ça va créer des jalousies, mais ce phénomène d'interface. Après, sur l'évasion elle-même, en 40, on ne s'évade pas en résistance, c'est très clair par rapport à ça. On ne s'évade pas contre l'allemand, on s'évade pour retrouver sa famille, pour retrouver sa femme et ses enfants. Ça ne veut pas dire que ces prisonniers-là, après, ne sont pas devenus résistants, mais la dimension résistante qui peut être celle de l'Oflag, du Stalag, quand Hélion s'évade de Poméranie, quand d'autres s'évadent, ils s'évadent bien sûr pour retrouver la France, retrouver les siens, éventuellement, mais c'est quand même moins le cas, éventuellement pour faire la nique aux Boches. Mais en 40, c'est fondamental, une évasion de type privé qui ne réinsère pas le geste évasion dans une lecture politique. En 40, il n'y a pas de résistance possible, on ne pense pas. Et en 40, quand Hélion est capturé le 19 juin 40, il n'a pas entendu le général de Gaulle la veille à la radio. Donc il faut bien, alors je ne sais pas si ça répond à la question, mais la résistance, la captivité comme résistance en 40, c'est une lecture un peu a posteriori qui fausse le fait que la dimension politique n'est pas présente et que c'est davantage, voilà aussi pourquoi on s'évade très individuellement, on va s'évader lorsqu'on a davantage soutien de famille, etc. Et la politique est très secondaire par rapport à ça. Il y a aussi une chose qui est un peu difficile à comprendre. Quand un Français s'évade en France et passe à Vichy, donc dans la zone non occupée, la France de Vichy n'est pas censée à le rendre aux Allemands. Hein. C'est important. Donc, il y a la Convention de Genève selon laquelle un prisonnier évadé peut rester libre. Et devant si on sait ça, c'est d'autant plus étonnant qu'il n'y a pas eu plus d'évadés, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, les prisonniers le savaient. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, encore une question? D'accord. Oui, j'imagine que vous m'avez donné la parole. Oui. Merci. Oui, alors bonsoir à tous et merci beaucoup Fabien de nous avoir présenté ton très très beau travail. J'aurais 3 petites questions, 2 qui concernent les parallèles possibles entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Si j'ai bien compris ce que tu nous as expliqué, même si les traitements étaient parfois très différents et pouvaient varier selon les camps, est-ce qu'on pourrait dire que ces prisonniers en 40-41 ont été globalement mieux traités que les prisonniers pendant la Première Guerre mondiale, dont on sait qu'ils ont quand même subi des traitements très difficiles, nombreux d'entre eux. Donc ça serait ma première question. La deuxième question, donc toujours en termes d'expérience de guerre, tu as mentionné l'aspect démographique. Est-ce que tu es tombé sur des témoignages de soldats qui auraient connu la captivité en 14-18 et en 40-41? Est-ce qu'ils font des parallèles dans leurs éventuels témoignages? Et ma troisième question, elle est pas, je dirais pas anecdotique, mais un peu plus spécifique. Je voulais rebondir sur la question précédente et l'absence de résistance politique en 40. Et aussi probablement l'absence de résistance idéologique. Je me demandais en fait s'il existait des suicides répertoriés dans les camps. Je pensais notamment donc, à un parallèle un peu osé, mais avec le nombre de suicides très important en Allemagne en 1945. Est-ce qu'on aurait pu voir ces suicides en 40, 41 comme une sorte d'échappatoire et donc éventuellement une forme de résistance passive avec ou pas une dimension idéologique? Voilà. Merci pour ces questions. On va peut-être lancer le micro-ondes parce que là, on va passer la soirée. Moi, ça ne me dérange pas. La première question sur le parallèle entre les deux, je ne dirais pas que c'est mieux et moins bien traité parce que je pense qu'il faut avoir en tête qu'on parle d'une période qui est très longue pour ceux qui l'ont vécu, mais qui est très courte. On est entre mai, juin 40 et puis décembre 40. Donc, c'est très long parce que les gens ne savent pas qui va leur devenir, mais par rapport à ceux qui partent dans le Reich en octobre 40 et qui partent en 45, où là, la comparaison est compliquée, si vous voulez, enfin, si tu veux. Sachant que en Première Guerre mondiale, les Allemands ont à peu près 250 000 prisonniers français, là, ils en ont 2 millions. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est
dans les premiers temps de la captivité et selon les régions, les conditions peuvent être extrêmement dures. Il y a un quart des camps qui servent, dans ceux qu'on a répertoriés, les 317 rapports, il y a un quart des camps seulement qui servent 2 repas par jour. Il y a seulement il y a un quart des camps où on peut prendre une douche 1 fois par semaine. Donc, il faut bien avoir en tête, concrètement, là, voilà, en même temps, c'est important, il n'y a pas eu d'hécatombe. Le nombre de morts, autant que les chiffres permettent de l'avancer, il n'y a pas d'hécatombe. Il y a des maladies, mais la situation n'est pas catastrophique. On est dans un camp de prisonniers en France, soumis à la Convention de Genève. On n'est pas un camp de concentration. Donc la comparaison, je dirais, je pense que je ne l'ai pas mené de cette façon-là, mais je pense qu'en termes de méthode, il faudrait davantage comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire la captivité en Allemagne de celle dans les 2 guerres mondiales. Sur la deuxième point, sur j'ai noté sur les ressources et sur la discipline, non, c'est pas ça. J'ai oublié. Sur la les résistance. références dans les témoignages et Oui, des éventuelles comparaisons. Oui, alors si, ça c'est très intéressant. Effectivement, où il y a des gens qui ont pu être mobilisés en 17-18 et qui se retrouvent. Alors, premièrement, c'est intéressant dans la défaite de 40, la figure de l'ancien combattant revient très fortement en disant « Ah oui, nous on a eu Verdun, vous n'êtes pas capable de dire 3 semaines ». Ça revient très fortement et ça a marqué les mémoires. Le vrai combattant, il a fait Verdun et il tient face aux Boches et il ne recule pas. Et donc, ça va contribuer à l'image après-guerre que la vraie guerre, les vrais combattants, c'est les anciens combattants et que les petits jeunes, ils ne tiennent pas le coup en fin de compte. Et ça va beaucoup jouer sur cette mémoire-là à table. Celui qui raconte les vrais souvenirs, c'est l'ancien combattant de la Grande Guerre. Le vaincu, il peut au dessert dire qu'il a été aussi captif, mais c'est tout. Ça va jouer de toute façon. Ne demandez pas avant Noël dans vos familles si vous voulez avoir des cadeaux, mais après, vous pouvez demander. Mais ça va jouer dans la captivité, effectivement, parce que ils sont plus anciens, et comme ils sont plus anciens, ils peuvent avoir des postes de responsabilité, notamment pour les officiers. Et le dernier point, c'est extrêmement intéressant de la question que tu poses, parce que il y a bien eu des suicides dans les sources, mais ce sont les gardiens. Paradoxalement, si vous voulez, alors à l'échelle des camps, vous avez une logique quand même de rééducation idéologique. On a évoqué la diversité, mais ces cadres, notamment les jeunes, sont des jeunes nazis, et notamment se pose la question comment on traite les juifs, comment on traite les juifs prisonniers de guerre français. Et vous allez avoir des logiques pas seulement conventionnelles mais raciales, des logiques donc politiques où on va éventuellement séparer les juifs, où on va leur interdire les corvées extérieures parce qu'elles permettraient d'avoir de l'alimentation et d'être mieux traités, mais on va les mettre à la corvée de latrine systématiquement. Donc il n'y aura pas de traitement qui rappelle ce qui n'est pas encore advenu, mais en fonction des camps, on peut avoir des distinctions par rapport à ça. Et puis généralement, les Allemands par le cinéma, par les journaux, vont essayer de diffuser l'idée que c'est une guerre des Juifs britanniques. Et donc, le vrai ennemi en 40, c'est la Grande-Bretagne. Il s'agit de démobiliser les Français par rapport au seul allié atlantique qui reste debout, l'Angleterre. Donc, on n'est pas dans une logique de 41-42, mais de la conquête doit passer par la conquête des esprits. Et donc, il faut dire que la guerre est une guerre faite par les plutocrates, par la City, par Londres, et par rapport à ça. Et quand, je donne ta question, quand ça n'advient pas, quand la fameuse victoire n'advient pas, qui aurait permis quand même la paix et donc à ces pauvres bougres de soldats, parce que les gardiens quand même sont des gens qui sont d'un certain âge, qui ont fait souvent la Première Guerre mondiale, ce n'est pas des petits jeunes, ce n'est pas des combattants, ceux-là ils espèrent repartir chez eux, eh bien d'après les témoignages qu'on a, mais qui ont un biais certainement, quand ils reviennent de permission, ils sont déprimés, ils ne sortent pas de chez eux ou ils veulent se suicider. Bon, à part les Bavarois et les Autrichiens, qui sont eux des vrais sadiques, c'est bien connu, mais à part ça, vous avez. Et donc, c'est intéressant dans les sources, je plaisante. Dans les sources françaises, ce qui apparaît, c'est qu'en fin de compte, ce sont les soldats, les gardiens, qui ne voyant pas arriver la fameuse victoire promise, dépriment et seraient tentés au suicide, dans quelques cas, bien sûr. Oui, il y a encore quelqu'un qui attend, n'est-ce pas? D'accord. Dans le chat, donc, j'ai dans ma famille un cas d'évasion en 40 avec la volonté de reprendre le combat en ralliant la France libre. Ce serait donc exceptionnel. On est à 20h26. Il faudrait théoriquement et pratiquement peut-être libérer la salle. On a quelques minutes d'en plus. Nous serons heureux si vous jouiez encore une pièce. Donc, une réponse. Oui, alors c'est une question qui m'intéresse. Si vous avez des documents, oui, si c'est vraiment le cas, ça peut arriver, ça m'intéresserait. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment l'histoire familiale a été véhiculée
et qu'est-ce que pouvait savoir ce prisonnier en 40 de la résistance de l'époque, savoir qu'est-ce qui date de l'époque de la captivité, de l'après. Non pas que votre grand-père ou votre père est affabulé, mais dans cette logique-là, c'est-à-dire que la mémoire, elle est beaucoup plus audible si on arrive à la tâter de résistance. Donc, ce que je vous propose, c'est de m'envoyer un mail éventuellement pour qu'on en parle. Ah, oui, mais le récit, il a été écrit quand je veux dire, je mets pas en cause votre grand-père, hein, si vous voulez, c'est que naturellement, les prisonniers ont tendance à vouloir compenser l'image qu'on leur affabule de faibles et de vaincus par des actes d'héroïsme. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on en parle hors séance, comme dirait l'autre, pour pas. Mais ça m'intéresse parce que il s'avère que c'est bien le cas. Vous avez un grand-père exceptionnel. Bon, on a encore une question de la salle. Sur la carte de France, qu'il y avait la troisième partie de la France séparée. Parce que tout le monde m'interroge ici et dit « Ah oui, vous étiez dans la zone… Non occupée ». Ah si, c'était occupé. Au début, non. Ma famille, ma mère, mais je suis née là aussi après, mais qu'en 43. Donc là, c'était vraiment occupé par les Allemands. Où? Au sud de la ligne de démarcation? À côté de Cambrai-Cambrésis. Donc, il y avait une ligne de démarcation au sud et vous n'avez montré aucun cas de cette région. Je me suis toujours demandé si donc ce dont vous parlez là est arrivé dans cette région parce que après, il y a eu bien sûr beaucoup de résistance et beaucoup de gens qui sont sauvés certainement passaient par cette zone pour rejoindre la Belgique et les grands ports et se sauver parce que c'était pas très loin et la région belge autour de Mons était très francophone bien sûr et a aidé beaucoup. Après dans la résistance ils ont aidé vraiment pour les armes, apporter les armes et ainsi de suite. Là tout au nord en vert pâle et vous n'avez donné aucun exemple de camp dans cette région, ça m'a un peu étonnée. C'est juste parce que pour vous laisser acheter l'ouvrage et le feuilleter, et je peux pas vous dire tous les camps, sinon l'ouvrage n'a plus d'intérêt. Non, bien sûr que ça, enfin bien sûr, je vais pas citer les 52 oflags ni les milliers de sous-camps. Plus vous voyez qu'il y a quand même une densité, plus vous êtes vers le nord ou vers les frontières, plus les densités augmentent. Le Cateau-Cambrésis est écrit en double. Oui. Et il y a encore la petite Bosse et la frontière. Et il y a des petits villages, il y a des grands bois. Donc, les gens pouvaient se cacher. Là, vous voyez, là, c'est-à-dire que vous avez un pont de Stalag qui est là. Hein, donc, vous êtes sur la carte. Vous êtes sur la carte. Excusez-moi, je ne sais pas Mais comment… en revanche, le point que vous évoquez est intéressant, c'est que pour les Lorrains et les Alsaciens, on est dans une politique raciale allemande. Pour les Allemands, ils sont en partie considérés comme ce qu'on appelle les Volksdeutsche, les Allemands ethniques. Et vous allez avoir deux camps très particuliers à Sarrebourg pour les Lorrains et puis à Colmar pour les Alsaciens, de Heimkehrer Lager, qui ont pour but de discriminer entre ceux qui sont regermanisables et qui vont être envoyés dans leur âge et ceux qui sont considérés comme trop français et qui vont être gardés comme prisonniers. Donc, ces deux populations, d'un point de vue racial allemand, sont des de sang allemands et donc sont entre guillemets récupérables. Non, mais il y a eu la ligne de démarcation. Après. Excusez-moi de devoir vous interrompre. On est à 29 et nous avons encore Lour qui joue encore une pièce de clarinette pour terminer la soirée. Et après, vous pouvez discuter autour d'un verre de vin.